Quelques animaux seulement ont réussi à trouver la solution pour pouvoir vivre à l'année dans l'Arctique. Ici, la vie animale est fragile et les relations entre espèces conditionnent la survie de tous. Si une espèce est touchée par un drame, toutes les autres s'en trouvent affectées et les équilibres naturels sont bouleversés. Dans la toundra, les renards polaires et des petits rongeurs, les lemmings, forment une association étrange. Leur vie dépend de l'influence réciproque que les uns exercent sur les autres. Aussi petits soient-ils, la moindre de leurs actions agit sur le milieu. Avec les autres animaux qui partagent leur quotidien, lemmings et renards polaires contribuent à façonner le réseau du vivant des toundras du Grand Nord. Nous sommes au mois de mars. Dans l'Arctique, c'est encore l'hiver. La mer est prise par les glaces et la terre recouverte d'une épaisse couche de neige. L'hiver, le renard polaire vit seul, obligé d'arpenter de grandes distances pour se nourrir. Mais sur la glace, il n'y a aucune trace de vie. Le renard doit se contenter de charognes. La plupart des renards passent l'hiver à suivre les ours polaires, seuls animaux capables de creuser profondément dans la neige et d'attraper des bébés phoques. Parfois, les ours se contentent seulement de la graisse de leurs victimes et la viande qu'ils abandonnent peut nourrir un renard pendant 1 ou 2 semaines. Mais les renards peuvent aussi enterrer la carcasse dans la glace et y revenir en cas de disette. En hiver, l'Arctique est un des milieux les plus hostiles de la planète. Peu de créatures sont capables de survivre ici. C'est pourquoi l'ours et le renard polaire sont exceptionnels. Les régions polaires et de haute montagne connaissent des conditions climatiques extrêmes. Au pôle Nord, la banquise recouvre un océan large de 3000 km. À cause de l'inclinaison de la Terre, cette couverture de glace est totale en hiver quand le soleil ne se lève plus à l'horizon. En été, avec le retour de la lumière, le jour continu provoque un dégel, mais l'océan n'est jamais entièrement libre de glace. La glace est toujours présente parce que l'océan Arctique ne reçoit pas suffisamment de chaleur. Les rayons du soleil le touchent à la tangente et la glace a tendance à réfléchir la lumière et à renvoyer une partie de l'énergie reçue dans l'atmosphère. En plein hiver pourtant, dans le Grand Nord, parfois, le ciel s'illumine. Des particules d'énergie rayonnant du soleil sont déviées au pôle par le champ magnétique terrestre et éclairent les molécules de gaz présentes dans l'atmosphère. C'est le phénomène des aurores boréales. Au cœur de l'hiver, la moyenne des températures de l'Arctique avoisine les moins 40 degrés Celsius. Température tout à fait supportable pour les renards polaires. Ils ne commencent à frissonner que par moins 70 degrés. À la fin de l'hiver, la vie devient plus douce pour les renards. Sous la neige, des présences commencent à se manifester. Ce sont les lemmings. Ces rongeurs restent actifs tout l'hiver, se nourrissant sous la neige de lichens, de mousses et de racines. Grâce à l'isolation procurée par la neige, cette végétation continue de pousser. Avec la fonte de la neige, le renard peut maintenant les pourchasser. Les lemmings creusent d'importants réseaux de galeries qui les aident à échapper aux renards. Chaque hiver, des griffes supplémentaires poussent à leur 3e et 4e orteil antérieur, aide précieuse pour creuser dans la neige. Pour le renard, c'est l'échec, pour cette fois. La fonte est imminente. L'arrivée des bruants des neiges en est le signe avant-coureur. Les jours commencent à s'allonger et le renard polaire est rejoint par sa partenaire.
rencontrent sur leur territoire d'été après un long hiver solitaire. La femelle disparaîtra bientôt dans sa tanière, où elle mettra bas 7 semaines après l'accouplement. Dans l'Arctique, la fertilité des renards et de nombreux animaux dépend moins d'eux-mêmes que des lemmings enfouis sous la neige. Pourquoi les lemmings jouent-ils un rôle si important ? Pour tous les prédateurs de l'Arctique, le lemming est un animal clé. Sa fertilité galopante permet d'alimenter bien des espèces. La période de gestation des lemmings dure seulement 3 semaines et les bébés sont capables de se reproduire 3 semaines après leur naissance. Ainsi, toutes les 6 ou 7 semaines, les lemmings peuvent multiplier par 10 leurs effectifs. Une population de 20 millions d'individus l'hiver pourrait approcher le milliard d'individus l'été, en l'absence de prédateurs. Mais parfois, cette fertilité connaît des aléas. Si les prédateurs épargnent les lemmings, les petits rongeurs trop nombreux deviennent stressés. Beaucoup se mettent alors à fuir leur tunnel en quête de lieux moins peuplés. Des ecclésiastiques suédois du Moyen-Âge ont les premiers parlé de lemmings tombant des nuages. En réalité, ils avaient dû assister à une migration massive des petits rongeurs. Les années de grande prolifération, quand leurs effectifs se chiffrent en millions, les lemmings se séparent et émigrent en masse. La vision de milliers d'individus morts jonchant le rivage a conduit à des hypothèses de suicide collectif. Mais ces morts ne sont que la conséquence d'accidents. Lors de leur migration, les rongeurs peuvent être pris dans les tempêtes. C'est le printemps et le soleil monte assez haut dans le ciel pour commencer à faire fondre les couches supérieures de la glace. Les températures de l'air se sont adoucies. Ce mâle est en quête de nourriture pour sa belle. Il a commencé à perdre sa fourrure d'hiver pour un pelage d'été moins épais et plus sombre. Herbes, mousses, lichens, carex, la fonte révèle la richesse de la toundra. Les insectes sortent de leur long sommeil hivernal. Mais à quelques centimètres de la surface, le sol est encore gelé. C'est le permafrost, un sol qui ne dégèle jamais. Les renards polaires construisent leurs tanières dans les flancs des collines qui dégèlent en premier. Ici, la femelle protège ses petits des intrus et même de son partenaire. Il doit déposer les lemmings qu'il a chassés à l'entrée de la tanière. Les lemmings sont très nombreux. Le radoucissement des températures a fait disparaître la neige, mais le sol est encore gelé. Il leur est donc difficile de creuser des terriers. Les lemmings sont donc à découvert, exposés aux appétits de la toundra. Pour le renard polaire, c'est table ouverte. À cette période de l'année, les lemmings sont à portée de patte. Pour la famille renard, c'est le début d'une période faste. La nourriture abonde. Même si plusieurs espèces convoitent les mêmes ressources, les prédateurs sont dispersés et en été, on peut aller partout. Dans son nid monticule, cette femelle, harfang des neiges, dissimule ses œufs. Le mâle lui porte ses repas. Pour ces oiseaux, les lemmings composent aussi l'essentiel de leur alimentation. Très vite, les habitants de l'Arctique sont rejoints par des visiteurs estivaux. Les bernaches à Kourou reviennent sur leur terrain de nidification, tout comme les oies rieuses qui se ruent sur la moindre pousse sortie de terre. Les troupeaux de rennes sauvages ont pris la direction du nord. Ils quittent leur forêt pour passer l'été dans la toundra. Pendant une brève période, l'Arctique attire comme un aimant les oiseaux et les mammifères venus du sud. Désert l'hiver, l'Arctique connaît soudain une explosion de vie.
Qui sont ces visiteurs venus passer l'été dans l'Arctique? Toutes les bernaches nonnettes du monde se reproduisent dans l'Arctique. Elles quittent en même temps leur quartier d'hiver situé dans l'ouest de l'Europe pour parcourir des milliers de kilomètres cap plein nord. Elles survolent la mer et la terre, s'arrêtant en chemin à des points de ravitaillement. Quelque chose inscrit dans leur gène leur donne le signal du départ et les guide tout au long de leur voyage. La vision de l'oiseau lui permet de voir et de se souvenir des paysages. Mais pour s'orienter, les bernaches nonnettes utilisent le magnétisme du pôle, la position du soleil et celle de l'étoile polaire. Au Moyen Âge, leur absence estivale dans le nord de l'Europe restait mystérieuse. Les migrations animales étaient inconnues et jamais personne n'avait vu naître un bébé bernache. Selon les croyances populaires, les petits naissaient à l'automne en brisant la coquille des bernacles, ces coquillages fixés aux coques des bateaux. Au printemps, les bernaches reprenaient la mer. Mais la vérité est tout aussi extraordinaire. Les bernaches nonnettes partent chaque année au-delà du cercle polaire, dans l'extrême nord de la toundra arctique, pour se reproduire et élever leurs petits. Au cœur de l'été, la vie dans l'Arctique bat son plein. Pour la première fois, la femelle renard a amené ses petits à l'extérieur de sa tanière pour jouer au soleil. En juin, les températures sont douces et peuvent atteindre les 20 degrés. Le soleil, même s'il n'est jamais très haut dans le ciel, brille toute la journée et une bonne partie de la nuit. Le renard peut donc chasser quand bon lui semble. Maintenant, dans la toundra, la vie est partout. Les oiseaux élèvent leurs petits pendant la courte période estivale, quand les insectes et la végétation regorgent. Pour tous les oiseaux nicheurs, le renard polaire est une menace pour leurs œufs, leurs petits, comme pour eux-mêmes. Le seul moyen de défense face aux renards, c'est le nombre. Parce qu'ils sont innombrables, le renard ne sait plus où donner de la tête. Malgré quelques pertes, la multitude joue donc en faveur des oiseaux. Grâce aux longues heures d'ensoleillement, les fleurs ont jailli et se déploient à perte de vue. Aucun arbre à l'horizon. Ici, la vie végétale est cantonnée aux espèces capables de s'accommoder d'un sol pauvre et mince. Les plantes nourrissent les lemmings. Et parce qu'eux-mêmes nourrissent les animaux et oiseaux alentours, les lemmings sont de véritables agents de régulation des populations de la toundra. Avec la naissance de leurs petits, les harfans des neiges vont devoir rapporter davantage de lemmings. La plupart des relations entre espèces est basée sur une dualité proie-prédateur. Mais la faiblesse de la couverture végétale de la toundra génère des associations pour le moins surprenantes. Les bernaches à col roux choisissent de nicher à proximité des nids de faucons pèlerins, même si ces oiseaux sont des pilleurs de nids. La bernache sait que les faucons ne chassent jamais à proximité de leur nid. Mais surtout, les faucons pèlerins ne tolèrent aucun prédateur alentour. Pour les bernaches, c'est tout bénéfice. En défendant leur nid face aux incursions du renard, le couple de faucons pèlerins défend également le nid des bernaches. Sans le savoir, les pèlerins se comportent comme de véritables gendarmes de la toundra. Si les renards ont manqué les oiseaux ou leurs œufs, ils ont toujours une solution de rechange,
les lemmings. Quand les animaux de l'Arctique engloutissent les lemmings, les effectifs de ces derniers chutent. Les lemmings se reproduisent pendant l'hiver, l'été est donc la saison où leurs effectifs explosent. En même temps, l'été est la saison où les prédateurs connaissent eux aussi une augmentation de leur population. Renards, harfang des neiges et autres oiseaux et mammifères de la toundra profitent de l'été pour élever leurs petits. Mais ces périodes de boom démographique sont rapidement suivies par des périodes de crise. Une surpopulation de lemmings peut provoquer une raréfaction des plantes de la toundra. Le taux de natalité des lemmings se ralentit alors pour contrecarrer le phénomène. Mais leur grande fertilité des mois passés a favorisé les naissances chez les renards ou les harfans. Il y a donc davantage de bouches à nourrir. Ainsi, il peut arriver qu'au moment où les prédateurs mettent leurs petits au monde, les populations de lemmings soient moins importantes. Année difficile pour les renards d'eau ou les harfans. Beaucoup ne survivront pas. Ce phénomène revient tous les 4 ans. Les bonnes années à lemmings signifient peu de pression pour les migrateurs venus nidifier en Arctique. En revanche, lors des mauvaises années, les prédateurs deviennent agressifs. Eux et poussins sont alors victimes de leur rapine. Parfois même, les oiseaux et leurs œufs sont incapables de répondre aux besoins nutritifs des renards. Ainsi, certaines années, les renards adultes meurent de faim, victimes de la diminution des populations de lemmings. Après la chasse, la renarde retourne dans sa tanière. Ses petits l'accueillent chaleureusement, impatients de se mettre des lemmings sous la dent. Les renards doivent fournir à chacun de leurs petits 2 ou 3 lemmings par jour. Sachant qu'une portée peut compter 10 renardeaux et qu'un couple peut avoir 2 portées lors des années fastes, les parents ne chôment pas. Les lemmings continuent à creuser des tunnels et à faire des petits. Ils mènent une vie effrénée, mais courte. 30% des adultes âgés d'1 mois meurent le mois suivant. Peu parviennent à leur 1 an. Aussi courte soit leur vie, ils engloutissent d'énormes quantités de végétaux et fournissent de la viande à toute la toundra. La fin de l'été est marquée par l'arrivée de vents froids. Autre signe de fin de saison, les bernaches à cou roux mènent leurs petits à l'eau. Leurs protecteurs, les faucons pèlerins, ont déjà quitté les lieux. Les bernaches doivent donc redoubler d'attention. Sur l'eau, elles sont relativement en sécurité. Dans 3 semaines, les petits auront toutes leurs plumes et seront prêts à s'envoler pour le sud. Les petits harfang des neiges sont encore fragiles. En attendant le retour de leurs parents, ils doivent se terrer au fond de leur nid pour échapper aux renards affamés. Les renardeaux ont grandi et vont bientôt commencer à chasser tout seuls. Les rennes désertent la toundra et se dirigent vers le sud, vers les forêts qui les abriteront durant l'hiver. Les renards continuent à chasser et enterrent fiévreusement des provisions de viande en prévision des temps difficiles. Un oiseau mort, un mets de plus pour leur garde-manger. Des hommes vivent aussi tout au long de l'année dans l'Arctique.
Ils sont 2 millions et pour moitié des indigènes. Parmi eux, les nénètes qui vivent au plus près de la nature. Les nénètes voyagent avec les troupeaux de rennes qui leur fournissent lait, viande et cuir. Leurs chaussures, leurs vêtements, leurs couvertures ou leurs tentes sont fabriqués en peau de renne. Les rennes sont aussi utilisées comme animaux de trait et suivis lors de leur migration nord et sud entre la toundra et la taïga. Le mode de vie traditionnel des nénètes est resté inchangé depuis plusieurs siècles. Leur utilisation des troupeaux de rennes ne porte pas à conséquence. Ils n'imposent aucune direction à la migration et prélèvent aux troupeaux uniquement ce dont ils ont besoin. Ce mode de vie sage est parfaitement adapté aux ressources de l'Arctique et aux changements de saison. Sous ces latitudes, l'automne est quasi inexistant. Ici, en une journée, la toundra change de saison. Ces jeunes sont maintenant suffisamment solides pour entreprendre le long voyage du sud. Les bernaches sont bientôt prêtes à s'envoler. Elles quitteront leur quartier d'été dans une semaine. Du côté des lemmings et des renards, il y a aussi du changement. Mais eux resteront sur place. L'activité des lemmings s'est ralentie. Les naissances sont moins nombreuses. Ils ont troqué leurs tunnels souterrains pour des galeries plus chaudes creusées sous la neige. Notre renard polaire a déjà revêtu son manteau d'hiver. Pour affronter la saison froide, il ne peut compter que sur sa fine couche de graisse et sur quelques lemmings entreposés dans ses caches. Très vite, il va connaître la faim. Sa partenaire et leurs petits doivent se séparer pour rechercher seuls des dépouilles dans tout l'Arctique. La toundra a repris son caractère désolé et inhospitalier. En un certain sens, l'inhospitalité de l'Arctique n'est pas suffisamment dissuasive. Pendant des années, les conditions climatiques ont empêché d'exploiter les ressources minérales de l'Arctique, du pétrole, du charbon ou du cuivre. Mais cela a changé. Presque les 2 tiers des réserves en gaz de la Russie sont situées autour du cercle arctique. L'Alaska fournit déjà 20% du pétrole utilisé aux États-Unis. Et malheureusement, ces chiffres vont augmenter. Ces explorations s'accompagnent d'une pollution inévitable qui bouleverse les équilibres naturels et perturbe le permafrost. Pour le coup, les régions arctiques risquent de se transformer en vrai désert. Si la faune de la toundra confrontée à l'industrialisation décline, les renards polaires seront incapables de survivre à l'hiver, excepté ceux qui profiteront des déchets abandonnés par l'homme. Les jours sont plus courts et le froid s'intensifie. Seuls habitants visibles, les ours et les renards polaires. Pour les ours, l'hiver est la saison de la chasse aux phoques qu'ils piègent à mesure que les glaces se reforment. Toujours dans le sillage de l'ours, le renard polaire. Une fois de plus, les restes laissés par le plantigrade lui permettront de survivre. L'Arctique est l'un des derniers milieux sauvages de la planète. La vie y oscille entre années fastes et années sombres. Mais ici, en fait, tout dépend de la vie sexuelle de micro-mammifères, les lemmings. Nous n'imaginons pas combien un grizzly peut être obsédé par les calories. C'est pourtant le cas. Pour survivre, il doit à tout prix prendre du poids et consacrer l'essentiel de son temps à chercher de la nourriture. Cette voracité est utile à l'ours et aux autres espèces alentours. Dans cet écosystème, chacun joue son rôle, ce qui permet de maintenir un équilibre subtil.
Début du mois de mai sur la côte ouest de l'Alaska. Une femelle grizzly arrive avec ses petits. La famille vient d'abandonner sa tanière dans la montagne. Les petits y ont grandi, nourris au lait maternel. Mais la mère maintenant est épuisée. Depuis l'automne dernier, elle a perdu le tiers de son poids. Brouter n'est pas assez. Ils vont devoir partir pour un voyage de 7 mois, un voyage initiatique où les petits vont découvrir des univers différents. En 3 saisons, un ours doit emmagasiner assez de graisse pour survivre tout l'hiver sans s'alimenter. En Alaska, printemps, été ou automne, chaque saison a son menu. Encore faut-il savoir être au bon endroit au bon moment. Le printemps déclenche la croissance des plantes et le renouveau de l'activité animale. Tout bénéfice pour les ours. Omnivores, tout est bon pour eux. En été, la viande particulièrement recherchée, les ours traquent les autres animaux pour s'emparer des petits si vulnérables. L'automne, ils dévorent les fruits des arbres avant de s'enfermer pour l'hiver. La viande se fait alors rare, à moins de savoir exactement où la chercher. Pendant l'hiver, faute de nourriture, les ours hibernent et limitent ainsi leur perte d'énergie. Ils se rattraperont pendant les autres saisons qui leur proposent des menus variés. La vie des ours dépend ainsi de leur quête permanente de calories. Pour la mère, au sortir de l'hiver, l'idéal est de trouver une nourriture riche en protéines ou en graisse. Au même moment, synchronisme parfait, les écureuils sortent affamés des terriers où ils hibernaient. Les attraper exige une énorme dépense d'énergie et aussi d'avoir la chance avec soi. Mais les écureuils déjà sur leur qui-vive, les chances de la mère ours pour l'instant sont compromises. Se servant de ses griffes comme d'un râteau, elle essaye maintenant de les arracher à leur terrier. Peu importe pour les oursons. C'est leur première grande sortie et d'abord, ils s'amusent, tout en découvrant le monde. La mère a beau déployer tous ses talents, rien à faire. Les écureuils aujourd'hui sont trop rusés. Si la chance ne tourne pas, elle va devoir abandonner et, faute d'écureuils, se contenter d'un régime de misère à base d'herbes et de roseaux. Il existe 7 espèces différentes d'ours dans le monde. Les ours bruns occupent les forêts et les toundras du nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique, d'où vient le mot de grizzly, qui a pour origine la couleur grisonnante de leur fourrure. Dans les mers glacées de l'Arctique vit le plus grand de tous les ours. Ses énormes empreintes sont les siennes. L'ours polaire est le plus grand de tous les carnivores terrestres, même s'il passe l'essentiel de son temps sur la mer. En théorie, il ne mange pas de plantes et se nourrit de phoques. Ses couches de graisse et l'épaisseur de sa fourrure lui permettent de supporter des froids intenses. Par moins 30 degrés, il réussit à maintenir une température corporelle normale. Il peut également passer des périodes de plusieurs mois sans manger en puisant dans ses réserves de graisse. Les ours noirs partagent avec les grizzlies les forêts d'Amérique du Nord. Mais ils vivent dans un écosystème différent. Ils mangent beaucoup plus de plantes et se nourrissent des petits animaux ignorés des grizzlies, comme ces larves de scarabées cachées sous les écorces ou dans les racines. Les ours à lunettes sont les cousins d'Amérique latine des ours bruns. Ils vivent dans les Andes. Pilleurs de nids, amateurs de rongeurs, ils apprécient par-dessus tout les plantes sucrées comme les ananas sauvages. Les 3 autres espèces d'ours
se trouvent en Asie et comme les autres, à l'exception de l'ours polaire, ils aiment les sucreries. Les dénominations parfois sont trompeuses. On a souvent qualifié d'ours le koala. Or, c'est un marsupial, plus proche des kangourous que des grizzlies. Ce grizzly mâle est lui aussi un affamé. La mère ours cherche à éviter les mâles. Elle ne veut pas qu'ils la suivent, elle ou ses petits. Les mâles constituent une menace, prêts à tuer les oursons, même s'ils en sont les géniteurs. Les grizzly mâles sont d'une telle taille, d'une telle force, qu'ils s'attaquent aussi bien aux caribous qu'aux wapitis. Ils se servent du couvert de la forêt, attendant que les petits élans soient séparés de leur mère, partie broutée, pour les attaquer. Un ours mâle peut suivre une femelle élan, une femelle caribou, pendant des jours, misant sur une alliance de circonstances avec les loups. Comme ils sont plus rapides, l'ours se sert des prédateurs pour attaquer ses proies. Celles-ci rejointes, il sait que tout le bénéfice sera pour lui, personne n'osant s'opposer à lui. Tout en économisant ses forces, tout en évitant le risque d'une blessure, il fera ainsi à bon prix le plein de calories sur le compte des loups. Un grizzly adulte n'a rien à craindre. Il fait partie des grands prédateurs de la planète, et son seul véritable ennemi est l'homme. À travers le monde, chaque écosystème possède une créature qui joue le rôle des grizzlies. En Afrique de l'Est, ce rôle revient aux lions. Les lionnes, comme les mères ours, passent une grande partie de leur temps à élever leurs petits. Il faut du temps aux futurs prédateurs pour devenir de grands chasseurs. Grande différence entre les lions et les ours, les lionnes chassent en bande et peuvent ainsi attraper des proies qui échapperaient à un grizzly isolé. Les lions sont exclusivement carnivores. Les ours, eux, se nourrissent à 75% de végétaux et vivent jusqu'à 25 ans. Durée de vie des lions, une dizaine d'années. Vie violente dont la brièveté s'explique en partie par les dépenses d'énergie et le stress requis pour mener à bien leur chasse. Dès qu'il s'affaiblira, le vieux lion sera tué par ses rivaux qui s'empareront alors de ses femelles et de son territoire. Même ses petits seront dévorés par les nouveaux venus. Seul moyen pour eux de contrôler leur propre descendance. S'il est difficile de conserver sa place dans un monde où les grands félins se dévorent entre eux, tout dépend d'abord de la bonne santé du milieu où ils se trouvent. Avec le début de l'été, la terre se réchauffe et la femelle ours entraîne ses petits dans l'un des nombreux parcs nationaux de l'Alaska. La présence de visiteurs et de leurs véhicules la dérange. Ses petits sont encore fragiles et elle est en permanence sur ses gardes, prête en un clin d'œil à charger au moindre danger. Certes, les occasions de se nourrir ici ne manquent pas, mais la présence des hommes et celle d'autres ours la rend nerveuse. Elle préfère s'éloigner, même si ce parc offre pour elle et pour les siens toutes les garanties. Franchis les limites des parcs, la réputation des grizzlies plaide contre eux. Les guides du parc ont pour mission de maintenir une distance respectueuse entre les ours et les visiteurs. Entre les ours et les humains, de trop nombreuses relations parfois se sont créées. En général, tout se passe bien. Chacun garde ses distances et les ours et les randonneurs, chacun de leur côté, explorent l'arrière-pays. Mais si l'espace est à tous, tout change quand les humains empiètent sur les territoires de pêche ou de chasse des grizzlies. Entre eux, la compétition commence. Seule la pêche à la mouche est autorisée. Mais aujourd'hui, les pêcheurs devront patienter en attendant leur tour. Le règlement du parc est sans appel. Pêcheurs, laissez votre place. Priorité aux grizzlies. Il y va tout simplement de votre vie.
Impossible parfois de s'en défaire. Le rhodorat est capable de déceler la présence d'un morceau de viande sous plastique laissé dans un réfrigérateur. Les parcs officiels n'ont toujours pas réussi à résoudre le problème. Les campings ou les bungalows, avec les viandes qu'on y grille, excitent le rhodorat des kilomètres à la ronde. Leur en interdire l'accès n'est pas une mince affaire. Pour les éloigner, le recours aux grands moyens s'avère souvent indispensable. Anesthésié, le grizzly sera transporté par hélicoptère dans une zone du parc la plus éloignée possible. Mais les ours sont de grands voyageurs et très certainement celui-ci finira par revenir, assuré de trouver ici de quoi se nourrir. Les relations entre les ours et les hommes sont la plupart du temps conflictuelles. Les ours polaires vivent en parfaite harmonie avec les conditions de l'Arctique, leurs allées et venues réglées par l'état de la glace. Quand elles fondent, ils gagnent le sud. Et en automne, quand elles se reforment, ils remettent cap au nord pour chasser les phoques. Ils ne peuvent les chasser qu'à partir de la glace, et à la fin de l'été, on les retrouve au fond des baies attendant impatiemment le retour des banquises. Les relations des ours entre eux sont alors marquées par une agressivité qui parfois se retourne contre les hommes. Voici Churchill, petite ville canadienne au fond de la baie d'Hudson. Des centaines d'ours polaires s'y réunissent avant que les glaces ne se reforment. Certes, la présence des ours polaires attire les touristes, mais il y a un revers à la médaille. Parfois, des ours affamés cherchent de quoi se nourrir dans les rues de la ville. Ils deviennent alors un vrai danger. Il faut les endormir avant qu'ils ne s'habituent à la présence des habitants et à la fréquentation des décharges de la ville. Ils se réveilleront en prison avec uniquement de l'eau à leur disposition. Pas question de les nourrir, ni de les habituer au contact avec les hommes. Ils seront relâchés au retour des glaces, et ils reprendront alors leurs éternelles errances. Juillet et août sont les mois les plus fastes pour les grizzlies. La quête de nourriture les voit gagner les rivières où remontent les saumons de l'Alaska. Un rendez-vous obligé pour les ours. Première rencontre des petits avec des oursons de leur âge. Si les mères redoutent pour eux autant les rapides que la rencontre avec des mâles, il leur est impossible en même temps de laisser filer l'occasion qui se présente. Les petits, consignés sur la berge, la mère gagne le lit de la rivière pour y traquer les saumons. Le jeune mâle, à son tour, tente sa chance. Difficile pour la mère d'arriver ici à ses fins. Les bons coins sont fréquentés par les ours mâles. S'y rendre l'obligerait à garder sans cesse ses petits à ses côtés. Première leçon, apprendre aux petits à choisir un rocher où s'appuyer, face au courant. Pour le remonter, le saumon s'appuiera obligatoirement sur le rocher. Difficile d'attraper au vol un poisson. Peu importe pour la mère, les saumons sont de retour. Elle sait qu'elle va pouvoir assurer l'avenir de ses petits. Comme les ours, les saumons sont de grands voyageurs. Ils se déplacent à travers divers milieux, alimentant ainsi des multitudes de créatures. Les saumons qui remontent les rivières de l'Alaska achèvent le grand voyage qui les a menés à travers le Pacifique. La fin de leur existence est proche. Pourtant, il leur reste à accomplir une mission vitale. Guidés par leur odorat, ils remontent jusqu'au lieu même où ils sont nés 5 ou 6 ans plus tôt.
S'ils réussissent à le rejoindre, ils y déposeront leurs frais, puis ils mourront, leurs dépouilles nourrissant et les charognards et la prochaine génération de saumons. Une fois les œufs éclos, les alevins reprendront l'épopée de leurs parents. Accompagnant le courant, ils regagneront à leur tour l'océan, nourrissant chacun les milieux qu'ils traversent. 2 chiffres permettent de donner une idée de leur contribution. Sur les 5000 œufs produits par chaque couple de saumons, seulement 10 poissons survivront et réussiront à regagner la rivière de leur naissance. Après 1 mois de pêche, les petits ont acquis une certaine habileté et surtout, ils ont engraissé. Les grizzlies qui se nourrissent de saumon pèsent en moyenne 30% de plus que les autres. La mer délaisse les rapides et les chutes d'eau pour les eaux peu profondes. Le poisson qui s'y repose est facile à surprendre. Celui-ci reviendra aux petits. Bien qu'ils aient été sevrés, la mer continue en partie à les nourrir. Si la chair des saumons est particulièrement riche en protéines, les ours lui préfèrent la peau et les œufs. À poids égal, ils sont bien plus riches en graisse. Les petits vont être obligés de perfectionner leur technique. L'an prochain, pour la pêche au saumon, ils devront compter sur eux seuls. En Alaska et en général partout où ils se côtoient, les ours et les humains entretiennent depuis très longtemps des relations étroites. Le grizzly est à la fois guide spirituel et symbole de renaissance pour les Indiens natifs de l'Amérique du Nord. Une croyance ancienne veut que les oursons naissent sans forme jusqu'à ce que leur mère les lèche, créant ainsi de l'ordre à partir du chaos initial. Ils ont aussi la réputation de posséder la sagesse et d'avoir des pouvoirs de guérisseurs. Les chamans balançaient des griffes d'ours devant le front des malades et rugissant comme un ours, ils faisaient fuir le mal. Au firmament, c'est Ursa Major, la constellation de la Grande Ourse, qui dans la tradition hindoue était responsable des saisons. Mais aujourd'hui, le caractère sacré qui entourait l'ours a disparu. Les grizzlies ont été chassés d'à peu près toute l'Amérique du Nord. Dans les derniers endroits où ils restent, on peut encore les tirer moyennant $10 000. L'argent finance les organismes de conservation de la nature, tandis que le chasseur reçoit la peau. Elle est tatouée pour éviter tout commerce illégal qui menacerait la survie de l'espèce. Mais quelles que soient les mesures de contrôle, les braconniers réussissent à les contourner même aux États-Unis. La peau d'un ours rapporte gros, ce qui incite à prendre tous les risques. Les ours disparaissent ainsi à cadence accélérée de leur milieu naturel, laissant libre la place qu'ils occupaient au sommet de la chaîne alimentaire. Avec l'automne, les flancs des montagnes se garnissent de baies, de myrtilles, d'érelles. Rassasiés de saumon, les ours de retour sur les hauteurs s'apprêtent à faire une dernière cure pour grossir. Une frénésie nouvelle s'empare d'eux. L'hiver est peut-être pour demain, en tout cas pour très bientôt. Et ils savent que pendant 5 mois, ils n'auront plus rien à se mettre sous la dent. Les baies ont une haute teneur calorifique, car le sucre qu'elles contiennent se transforme rapidement en graisse. En suivant ce régime frugal, les ours prennent 1 kg par jour. Pourtant, la plupart des baies sont avalées sans être ni mâchées ni digérées. En semant plus tard ses fruits et leurs graines, mêlées à ses excréments, l'ours contribuera ainsi à régénérer la nature.
Que se passe-t-il quand les ours disparaissent de leur milieu? Si les grizzlies ont disparu de presque toute l'Amérique du Nord, le phénomène est trop récent pour que l'on puisse en mesurer les effets à long terme. Peut-être que les grizzlies absents, les toundras et les forêts du Grand Nord deviendront une immensité vide. Là où les grizzlies ont été complètement exterminés, les ours noirs plus petits ont pris leur place. Mais ils sont incapables de tenir les rôles dévolus aux grizzlies. Les grands herbivores de l'Alaska pâtissent de l'absence des grands prédateurs. Les épidémies menacent les wapitis. Les sujets malades, trop vieux, trop faibles, n'étant plus exterminés par les grizzlies. Le nombre croissant de caribous épuise les ressources alimentaires, empêchant la régénération des plantes à croissance lente comme les lichens. Chez les cerfs, l'excès de mâles multiplie les affrontements jusqu'à épuiser les futurs reproducteurs. Quant aux petits écureuils, en se multipliant, ils risquent de devenir une calamité. Dans tous les cas, l'absence des grizzlies pèse gravement sur l'équilibre des espèces vivant autour d'eux. Si l'écosystème de l'Alaska pouvait se passer des grizzlies, retrouverait-il pour autant sa plénitude? Fin septembre. Ils ne dorment quasiment plus, passant tout leur temps à manger. La mère a pris 1/3 de poids en plus depuis le printemps, mais c'est encore insuffisant. Première chute. La neige s'installe dans le paysage. Les petits connaissent maintenant par cœur l'itinéraire qui, jusqu'à leur 3e année, les mènera avec leur mère à la tanière. Ici, on peut toujours espérer trouver un écureuil bien gras, ou même l'une de ces cachettes où les écureuils dissimulent leurs réserves de noisettes. Bientôt, la neige recouvrira tout. Et faute de pouvoir trouver de quoi se nourrir, les grands mammifères prendront la direction du sud. Mais les ours, eux, restent. Ils passeront l'hiver à dormir, consumant tout doucement leurs réserves de graisse. Ce n'est pas une véritable hibernation. Leur corps ne devient pas rigide et leur température n'est que légèrement au-dessous de la normale. La mère les ramène à la tanière même où ils sont nés. Après 7 mois consacrés d'abord à se nourrir, ils sont maintenant assez gras pour supporter le jeûne de l'hiver. Dès novembre, la neige aura recouvert tout le paysage. Et toute activité sera suspendue jusqu'au retour du printemps. Jusqu'à ce que réapparaissent, éternels vagabonds et éternels affamés, les grizzlies.